Bonjour les mindsetters de ouf et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Aristide du blog mindsetentrepreneur.com et aujourd'hui j'accueille quelqu'un de très particulier. Il s'agit de Rita Mbako. Bonsoir Rita. Bonsoir Aristide. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir une maison d'édition en partant de zéro. C'est ce que Rita Mbako a pu faire. Elle est devant vous, elle va partager ses conseils avec vous et je pense que vous serez vraiment bluffé quand vous allez suivre tout ce qu'elle va dire et tout, parce que vraiment l'idée que je veux faire passer sur Mindset d'entrepreneur, c'est qu'on peut entreprendre même si on n'a pas d'argent, quoi. Le plus important, c'est pas l'argent. C'est vraiment pas l'argent, donc enlevez ça de votre tête, quoi. Elle va partager des conseils avec vous aujourd'hui pour montrer comment, pour ceux qui veulent ouvrir des maisons d'édition, comment est-ce qu'on peut ouvrir une maison d'édition en partant de zéro, en dépensant 0 centime dès le départ, quoi. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Afin de rejoindre la communauté des mindsetters de ouf. Et ensuite de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou sur le blog. Voilà, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander Rita Mbako, est-ce que tu peux dire à celui qui nous suit ou celle qui nous suit actuellement qui est Rita Mbako? Alors, merci encore pour cette invitation Aristide. Bon, je n'aime pas perdre du temps en fait. Ouais. Rita Mbako, c'est la personne que tu as en face de toi en fait. Je suis traductrice de formation et ça fait quelques années déjà que j'exerce dans ce métier de manière indépendante. Ouais. C'est-à-dire je suis mon propre boss, on va dire. Outre la traduction, je suis rédactrice à mes heures perdues, comme j'aime le dire, parce que c'est beaucoup plus un loisir pour moi, mais un loisir que j'essaye de capitaliser comme je peux. Et en dernier, je suis passionnée d'écriture également. Alors, j'ai cherché à capitaliser tout ça. Donc, comment est-ce que je peux mettre toutes les choses que j'aime et les choses que je sais faire ensemble pour gagner un peu d'argent. Alors Rita Mbako, c'est cette personne-là qui ne recule devant rien, qui est un peu têtue intellectuellement et qui se dit toujours bah, si je veux, je peux. Alors c'est tout. Ok, je pense que ça colle déjà avec beaucoup de personnes là qui nous suivent, quoi. Donc Rita, moi je t'ai connue récemment, tu parlais de ta maison d'édition que tu as eu à ouvrir il y a quelques temps et puis tu es parti de rien, quoi. Donc moi je voulais que tu partages ton expérience avec celui qui nous suit ou celle qui nous suit actuellement. Comment est-ce que tu as fait, comment tu as eu l'idée, comment t'es venue l'idée de vouloir créer, de mettre en place une maison d'édition, quoi. Comment est-ce que ça t'est venu? C'est parti de quoi? Comment c'est évolué et tout, quoi. Voilà, depuis toute petite, la lecture et moi, ça fait un. Bon, dans mon introduction, je l'ai dit, je suis passionnée de lecture. Et un jour, je me suis dit, waouh, ça serait bien de... En fait, je me suis dit, si je pouvais rester chez moi et lire toute la vie et gagner de l'argent malgré tout, je serais la personne la plus heureuse de la Terre. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'est possible. Parce que si je lis un livre, c'est que forcément, c'est écrit par quelqu'un et qu'il y a tout un processus derrière pour qu'il parvienne jusqu'à moi. Alors, en 2011, j'ai fait un stage dans une maison d'édition de la place et j'étais fascinée, non seulement parce que je me retrouvais dans le milieu que j'aime, mais également j'apprenais les rouages du métier. Mais jusque-là, je me disais, bon, quand j'aurai 35 ou 40 ans, ou bien sûr la voie de la retraite, j'ouvrirai ma maison d'édition, question de faire quelque chose pour la culture littéraire de mon continent. Parce que, soit dit en passant, je suis férue de littérature africaine. Ouais. Et il se trouve qu'en début de cette année, 2017, je suis tombée sur des personnes qui sont très particulières, qui ont une manière de penser, qui ont un mindset différent de la majorité. Et c'est ce que je recherchais à un certain moment parce que dans mon entourage, on me disait que je suis folle. Parce que je ne réfléchissais pas comme les autres, j'avais des pensées décalées. Alors avec ces personnes, j'ai discuté et on s'est rendu compte que je faisais déjà tout ce qui rentre dans le processus de fabrication d'un livre. C'est-à-dire, je prenais des livres, j'ai des amis qui voulaient se faire publier et qui venaient d'abord me voir pour la relecture. C'est Rita, s'il te plaît, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à mon livre? Je sais que tu es assez pointu avec la critique et au niveau de la langue également, tu t'en sors plutôt bien. Donc, fais-moi une critique et tout. Donc, je corrigeais le livre, il rectifiait, il revient avec, non, tu n'as pas bien arrangé ceci et tout. Donc, je faisais le travail d'un relecteur d'une maison d'édition. Et il faut dire que c'est le gros du travail dans la maison d'édition.
Alors ces personnes m'ont dit, tu le fais déjà, pourquoi est-ce que tu ne mets pas sur place ta maison d'édition? Parce que toutes ces personnes qui viennent vers toi, si à ton niveau tu as déjà un service qui satisfait leurs attentes, elles ne partent plus. Alors j'ai dit, ok, je vais lancer ma maison d'édition. Mais j'ai pas d'argent parce que moi je sais qu'il faut avoir des milliards pour ouvrir une maison d'édition. Comme toute personne qui veut entreprendre, quoi. En effet. Sauf qu'en discutant encore avec mes amis décalés, je me suis rendu compte que je pouvais le faire sans argent, avec peu d'argent en fait, on va le dire ainsi. Alors ce qui se passe, c'est que ma maison d'édition existe depuis un moment, mais nous n'avons publié aucun livre. Nous avons envoyé toutes nos publications en 2018. Ça fait combien de temps qu'elle existe déjà? Quelques mois, ça fait 6 mois par là. Ouais, c'est il y a quelque chose. Oui. Alors ce que nous avons fait, déjà nous avons décidé, quand je dis nous, c'est mes collaborateurs et moi parce que je ne suis pas seule. Nous avons décidé de publier un nombre limité de livres par an. Ce qui fait que si vous arrivez, vous voulez que votre livre paraisse en mars 2018, c'est impossible. Parce que c'est plein. Si vous voulez être publié, vous allez attendre septembre 2018 par exemple, parce qu'on suit un certain calendrier. Alors comment ça se passe? Il y a des frais très minimes que je demande aux auteurs, notamment pour le montage du livre, parce qu'on a une certaine idéologie qu'on veut transposer dans chacun des livres de notre maison d'édition. Alors il y a des frais très symbolique, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se fait d'ailleurs, parce que oui, j'ai fait un peu d'espionnage ici et ailleurs. Alors par rapport à ce qui se fait, je me suis rendu compte que c'est la manne que je demande, car c'est rien que je demande aux auteurs. Alors ce qui se passe, c'est que je prends tes frais, toi, auteur A. Je prends les frais de l'auteur B, je prends les frais de l'auteur C. Ça me fait déjà une grande... ça me donne un certain capital déjà. Je dis à chacun de ces auteurs, ton livre sort à tel moment, ton livre sort à tel moment, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire dessus au préalable. Alors, je travaille avec l'auteur A sur son livre. Il est publié en janvier 2018. Avec la somme que j'ai pu avoir, l'argent que j'ai pu avoir sur les livres de B, C et D. J'ai investi dans le livre de A. Je publie ce livre. Sur les ventes maintenant, je récupère l'argent obtenu des ventes pour travailler sur le livre de l'auteur B. Tandis que les frais continuent à arriver sur le livre A. Et maintenant, je prends ces frais et je travaille sur le livre de l'auteur C. Et quand tout ça est fait, forcément, il y a déjà des qui sont arrivés et puis l'année est close. C'est comme ça que j'ai réussi à mettre une maison d'édition sur pied sans argent. Ok, super comme astuce. Donc là, visiblement, tu es allé sur la stratégie que tu as mise en place pour ouvrir ta maison d'édition. Bon, admettons, là, c'est un tour, quoi. Admettons, quelqu'un qui veut se lancer dans une maison d'édition, il commence par quoi? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Quelle étape il suit et tout. Étape par étape. Ensuite, tu segmentes, que ce soit clair, quoi, parce que... Là, c'était de manière globale, j'avoue. D'accord. À la base, ce qu'il faut faire, c'est déterminer l'idéologie que vous voulez derrière votre maison d'édition. Parce que moi, j'ai choisi de ne pas faire que du commerce, genre je publie, je vends, etc. Il faut savoir où est-ce que vous voulez. Je crois que c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont détester la tienne. En effet, on sera mal aimé dans peu de temps, mais bon, ce sera un mal pour un bien. Peut-être que les autres pourront s'inspirer de ce qu'on fait pour s'améliorer. Mon objectif n'est pas de détruire les autres maisons d'édition, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire autre chose avec. Bon, pour revenir à ta question, si quelqu'un souhaite se lancer dans une maison d'édition, la première chose à faire, c'est définir son idéologie, comme je le disais. Essayer de rédiger une brochure pour pouvoir avoir plus d'explications, pour mieux éclairer la lanterne des personnes qui viendront vers la personne qui veut se lancer dans ce domaine-là, sans qu'il n'ait dépensé de l'énergie à répéter les mêmes choses à chaque fois. Un court document, 3 pages, c'est largement suffisant. Ensuite, il faut penser aux procédures légales, penser à la forme juridique de la maison, à la forme juridique qu'on souhaite adopter pour sa maison d'édition. Je pense que c'est largement, ce choix-là est largement déterminé par
les objectifs, l'idéologie. Oui. Et ça se fait dans quelle agence? Ça se fait ici au Cameroun? Oui. Pour définir les formes juridiques, bon, il y a le centre de création des entreprises et à la préfecture pour les associations, pour légaliser les associations. Oui. Okay. Et ensuite, vu qu'une fois que les documents sont, sont légalisés, il faut se rapprocher du ministère de la Culture et des Arts et de la Culture, autant pour moi, pour l'obtention des ISBN. Le ISBN, c'est le International Serial Book Number. C'est ce petit chiffre de... C'est 13. Enfin, c'est un code à 13 chiffres qui apparaît souvent à l'arrière du livre. C'est un peu comme l'ADN du livre. Oui. Il y a plusieurs informations qui rentrent dans ce numéro-là. C'est la carte d'identité même du livre. Ce code-là, parce que je vois souvent, comme j'achète beaucoup de livres sur Amazon, je vois souvent ce code et tout. Est-ce qu'il représente uniquement le livre ou bien c'est la maison d'édition qui représente? Il représente, comme je dis, il y a beaucoup d'informations qui rentrent là. Il représente la maison d'édition parce que chaque maison d'édition a son code. Il y a un code qui rentre dans le ISBN propre à chaque maison d'édition. Il y a... Avec le ISBN, on peut savoir en quelle année le livre a été publié, on peut savoir où est-ce qu'on peut le trouver. C'est plutôt varié en fait. Enfin, pas varié, c'est très précis comme information. Oui. C'est comme le numéro de ta carte d'identité en fait. Voilà. Super. Alors, une fois qu'on a le ISBN, enfin qu'on a, les ISBN des livres, et qu'on a déjà quelques auteurs qui se sont intéressés à nous, il faut maintenant passer à la phase pratique même, à la phase littéraire de la chose, à la phase technique, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire prendre le livre, faire une première lecture pour savoir si ce qui est écrit là correspond à l'idéologie de la maison d'édition. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui vont vous dire, nous on ne publie pas de texte érotique ici. Donc s'il y a un paragraphe qui parle d'érotisme, non, on rejette. Voilà. Il y a des textes qui vont vous dire, nous on publie uniquement ce qui est politique. Si vous venez avec des documents autres, non, on ne publie pas. Donc il faut d'abord faire une première lecture. Au cours de cette lecture, on définit si le livre correspond à son idéologie. On voit le travail qu'il y a à abattre sur le livre. Et c'est en fonction de cela qu'on donne le délai de publication à l'auteur. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui vont vous dire le livre est publié en moyenne en 2 mois. Je prends un exemple banal. Mais après, on se rend compte que le livre va paraître 6 mois plus tard. Ce n'est pas parce que la maison d'édition n'est pas sérieuse, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un travail énorme à faire sur le livre. On peut l'améliorer. Ce n'est pas forcément que le livre est moche. Mais ça peut être que le livre, l'éditeur voit un potentiel que l'auteur lui-même n'a pas vu dans son livre. Il dit, mon ami, tu ne peux pas publier ça comme ça. On doit le développer encore plus. Oui, une fois que cette phase-là est bouclée, la phase de relecture, on passe à la phase de montage, c'est-à-dire la conception de la couverture, le montage du livre même, l'envoi à l'imprimerie en fonction de la quantité de la période également, parce qu'il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, comme dans tout autre domaine d'activité. On a le livre sous un certain délai et puis on passe à la vente. Ça, c'est pour le livre papier. Oui, ça, c'est pour le livre. Bon, moi, j'ai une question. À l'étape de relecture, parce que pour avoir la relecture, il faudrait avoir des clients, des prospects, si on peut dire ça comme ça, qui vous apportent des livres. Des potentiels auteurs. Comment quelqu'un qui débute, qui va de rien, fait pour trouver ces prospects-là ou potentiels auteurs? Alors, il y a quelque chose de magnifique qui a été créé pendant notre génération, c'est Internet. Moi, ce que je fais, c'est que je mesure l'intérêt des gens avec Internet. Et il y a des fois, sur mon profil personnel, sur Facebook par exemple, parce que je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, je peux lancer une publication du genre qui rédige des livres ici, qui écrit des livres, sur quel domaine souhaitez-vous être publié, quelles sont vos attentes d'un éditeur. Je fais des mini-sondages, je ne dis pas j'ai une maison d'édition, venez chez moi. Je fais des sondages et quelqu'un va me dire non, je vais être publié chez X, je vais être publié chez Y parce que non, je veux me faire publier en Amérique parce que je préfère l'Europe, non, je préfère le Nigeria. Et maintenant, en fonction de ça, on peut adapter son marché, enfin, ses offres, je veux dire. Parce qu'on sait ce que le client recherche, on peut adapter. Adapter. On ne se détourne pas de ses objectifs primaires. Maintenant, une fois que cette phase est faite, on peut faire, à la fin du sondage, on peut mettre un lien Google Form, genre, bon, remplissez en toute intimité ici et tout. Et à la fin, on a les contacts.
On peut appeler maintenant ces prospects. Vous avez rempli le formulaire de tel, je vous informe que j'ouvre une maison d'édition, je vous envoie la brochure informative par mail et tout. Ouais, super. Moi, cette technique, elle est bonne, quoi. Oui. Et on dépense toujours rien. Jusqu'à-là, on n'a rien dépensé. Voilà. Vous utilisez les outils que vous utilisez tous les jours. Oui. Quoi. Ordinateur, connexion Internet, ce que tout le monde a de façon en classique. Effet. Quoi. Voilà. Très, très bonne pour votre technique. Merci. Ça, super. On sent que ton cerveau est en train de cogiter. En fait, comment je peux dire? Généralement, comme moi, c'est plus sur web marketing et tout, c'est plein de techniques qu'on utilise, mais je n'avais pas imaginé un jour que pour une maison d'édition comme ça, on aurait pu utiliser. En tout cas, ça me surprend, quoi. C'est bon, c'est très pratique et vraiment, c'est pour quelqu'un qui débute de rien, ça. Si vous avez déjà essayé de faire un business, parce que quand vous voulez lancer un business, il y a ce qu'on appelle les sondages, l'étude de marché. Pour faire une étude de marché physique, ça coûte énormément d'argent. Mais là, avec un Google Form sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, vous avez plein d'informations, vous avez plein de métriques qui vous permettent déjà de savoir si votre business va marcher ou pas. En effet. Et là, quand vous utilisez pour avoir des clients, pour choper des clients, déjà pour avoir des avis, deux, pour choper des clients, parce que l'étude a démontré que ceux qui prennent le temps de remplir un formulaire sont déjà préparés, sont des clients qui peuvent être, des prospects qui peuvent devenir des clients plus tard. Donc c'est très important la technique elle est très bonne la technique que vous utilisez. Et en dehors de cela, quand tu as parlé d'études de marché, ça m'a ramené vers les commentaires d'un ami qui dit souvent que certaines études de marché ne sont pas fiables. Alors si on ne veut pas procéder comme cela parce qu'on a peur que ce ne sera pas fiable les résultats qu'on obtient, c'est simple, on se le jette. Si on veut nager, on entre dans l'eau. Voilà. Si vous voulez publier des livres, si vous voulez lancer une maison d'édition, rapprochez-vous de la niche, en fait. Sur Facebook, je reste sur Facebook, il y a des groupes pour tout. Il y a même des groupes pour les plus grands gourmands de la terre, les plus grands paresseux, les commérages. Ce ne sont pas des groupes d'auteurs ou alors de passionnés de lecture ou d'écriture qui manquent. Rapprochez-vous de ces groupes-là. Et c'est juste une recherche banale avec des mots-clés. Auteur Cameroun, auteur Éthiopie, écrivain. Ça vous sort une grande liste de recherche de Google, de Facebook autant pour moi. Oui. Donc il y a des listes avec des groupes et des pages qui s'affichent et on intègre cette niche-là. On étudie les composants. La première semaine, on est calme, on lit juste ce que les gens publient et tout. Et ensuite, on publie aussi pour que les autres lisent. Et puis, ça génère de l'intérêt. Voilà, super, 100% d'accord avec elle. Ça veut dire que vous pouvez commencer, vous avez compris le principe, vous pouvez commencer même si vous n'avez pas de ressources financières, quoi. Tout, c'est votre intellect, votre connaissance, votre compétence que vous avez. Puis vous suivez le cheminement qu'elle a donné et le tour est joué. Maintenant, il a commencé, il a suivi toutes les étapes que tu as données. Il a des clients, il a des prospects, il a des livres qui peuvent être publiés déjà. Il a déjà terminé au niveau de la confection du livre et tout. Maintenant, il faudrait qu'il publie. Comment est-ce qu'il publie? Ils vont chez qui? Ça se passe comment? Comment ils trouvent ceux qui vont redistribuer les livres? Bon, il y a deux trucs, numérique et papier. Oui. Voilà. Comment il fait pour le papier? Ça se passe comment? Pour le numérique, ça se passe comment? Très bien. Pour le papier, c'est... J'ai envie de dire qu'il y a la version classique et la version 2.0. La version classique, c'est bien sûr dans toutes les villes. Je suppose que dans toutes les villes du monde, il y a quand même un point de vente de livres. On ne sait jamais. Bon, dans les grandes villes de chaque pays, en tout cas, il y a des points de vente, il y a des librairies, il y a des kiosques à journaux. Vous pouvez vous rapprocher de ces personnes-là et leur expliquer que vous êtes un jeune éditeur, autant pour moi, et que vous souhaiteriez déposer des livres dans son point de vente, on va le dire. Maintenant, vous allez gérer au niveau des pourcentages comme vous voulez. C'est un contrat qui se négocie. Oui. Bon, ça... Et tu peux donner des conseils par rapport à ces négociations-là, par exemple? Oui et non en même temps, parce que on revient au début, ça dépend de l'idéologie derrière. Il y en a qui sont là pour se faire du blé uniquement au détriment de l'auteur. Donc, vous pouvez négocier des tarifs extrêmement bas, quitte à ce que personne n'accepte de vous vendre. Alors, bref, c'est chacun qui se gère. Mais moi, je pense, dans mon cas personnel, je pense qu'il faut définir un certain nombre de un pourcentage que vous ne devez pas excéder. Et ce pourcentage-là, tout ce qui rentre dans la production du livre doit se contenir à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous dites, je ne dois pas aller au-delà de 30%
de dépenses. Arrangez-vous pour que tout ce que vous fassiez soit inférieur ou égal à 30% du prix de vente de votre livre. Si vous êtes prêt à aller jusqu'à 70%, c'est à vos risques et périls. Si la maison fait faillite après, on comprend que vous avez voulu faire de l'entrepreneuriat social. Mais si votre but est de gagner de l'argent, pensez intelligemment. Gagner aussi de l'argent? Oui, gagner aussi, oui. Maintenant, la version 2.0, c'est que si vous avez créé une maison d'édition, pourquoi ne pas créer une librairie virtuelle vous-même? Enfin, quand je dis virtuel, c'est pour les livres numériques. C'est vrai qu'il y a Amazon qui est une très grande plateforme. Également, on en parlait tout à l'heure. Et tu m'as même donné des astuces auxquelles je n'avais pas pensé ou alors que je ne connaissais pas. On apprend tous les jours. Alors, il faut se rapprocher des grandes surfaces comme Amazon. Il y a certains qui préfèrent la Fnac, mais moi, personnellement, c'est Amazon. Je pense c'est la plus grande place de marché du monde. Oui. Et nous sommes dans un contexte, je prends le contexte camerounais et africain. Amazon avec ses frais de livraison et puis il y a certaines choses qu'on ne peut pas livrer de manière physique au Cameroun par exemple. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas créer une autre entreprise en créant un point de vente où les autres éditeurs viendront payer chez vous pour faire vendre leurs produits par exemple? Bon, après là, je suis déjà en train de pousser parce que oui, je suis comme ça. Je vois un problème, je vois une solution, je vois de l'argent. Super. Ok, donc ça veut dire quelqu'un à ce niveau, si vous avez bien suivi, si tu as bien suivi la vidéo, c'est dès le départ l'idée, ensuite l'idée de la maison d'édition, oui, l'idéologie, définir la ligne éditoriale, on va le dire comme ça, suivre les procédures légales, mais se focaliser sur la partie technique maintenant, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans la production du livre, l'imprimer, c'est-à-dire déjà le publier et chercher des points de vente. Super. Bon, maintenant j'ai une autre question. Là, il va moi je connais rien dans l'édition et tout. Moi, c'est vraiment business et tout. Moi, je connais rien là-dedans. Une autre question, généralement, dans ce qu'on fait, à un moment, on a besoin d'une équipe. Est-ce que pour le départ, quand on veut se lancer, on a forcément besoin d'une équipe pour se lancer ou bien on peut être en solo? On peut être en solo, mais moi, dans ma vision des choses, dans ma vie de tous les jours, c'est qu'on ne peut pas évoluer seul. Non, je ne parle pas d'évolution. Moi, je parle du travail dans le business. Je parle du travail je prends un exemple. Par exemple, quand moi, je lançais mon premier business sur Internet, moi, j'étais seul. J'évoluais pas seul, mais j'étais seul dans mon business, quoi, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. C'est-à-dire, c'est toi seul qui gère ton business, mais tu as une équipe qui travaille pour toi, c'est ça? Bon, on peut dire, en fait, ce que je veux dire, c'est, admettons, dans ton truc, il y a, toi, ce que tu fais précisément dans ta boîte, c'est, tu relis. Oui. Bon, il y a d'autres tâches qui ne sont pas relire. Ah, d'accord, oui, j'ai compris ta question. Voilà. Alors, oui, j'ai une équipe dès le départ parce que qui dit chaîne de livres dit plusieurs métiers. Je ne peux pas maîtriser toutes ces choses-là. Je peux avoir des connaissances partout, mais quand on veut être professionnel, quand on veut offrir un certain service, il vaut mieux s'entourer de professionnels également. Ces professionnels sont mes amis. Ok, super. Voilà. Bon, ce n'est pas l'amitié qui a fait en sorte que je travaille avec eux, c'est d'abord la compétence. Parce que moi, je suis radicale, toi qui m'écoutes. Si on est amis et que tu veux faire quelque chose et que tu le fais mal, je ne travaille pas avec toi. Voilà, parce que c'est d'abord le business. Alors, ce que je fais dans mon équipe, j'ai une autre relectrice. Parce qu'il faut toujours un second regard sur les textes. On peut voir une coquille et puis l'œil est déjà habitué. Même quand on revient dessus, on ne le voit pas forcément. Et on a toujours besoin d'un second avis de toute façon. J'ai un infographe, enfin un graphiste, j'ai envie de le dire comme ça. J'ai toujours l'impression qu'un infographe est un peu réducteur. C'est dans ma tête. Bon, j'ai un graphiste, j'ai une deuxième relectrice. Et là, je suis en train de travailler avec... je suis en train de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec un marketiste professionnel. Ça pourrait être toi, on ne sait jamais. Parce que parce qu'on peut bien faire tout ce boulot, mais si on a un mauvais marketing, ça foire. Et un juriste, j'ai oublié de préciser, j'ai également un juriste. Bon, maintenant, comment tu fais pour les recruter? Quelles sont les bases quels sont les points sur lesquels tu t'appuies pour recruter les gens dans ton boîte? La compétence.
Uniquement la compétence. Comment tu... Parce que celui qui ne suit pas actuellement, admettons, il veut se lancer, il connaît personne dans son entourage qui fait quoi. Bon, du moins, il ne sait pas qui fait quoi. Comment est-ce que tu fais déjà pour savoir que telle personne fait telle chose, ou bien comment tu fais pour tomber sur la bonne personne? D'accord. On revient... Bon, dans son entourage, il n'a aucun ami infographe. Non, je veux dire, peut-être il peut connaître des gens, mais il ne savent pas ce que chacun fait, quoi. Ok. Tu vois. Il ouvre la bouche et il demande. Voilà, okay. Bon, après on revient, dire ouvrir la bouche et demander, c'est un peu contraignant de devoir appeler, je sais pas, 400 personnes à tour de rôle et dire, gars, qu'est-ce que tu sais faire? On revient encore sur cette affaire de réseau social parce que je suis persuadée que chacun de nous consulte au moins un réseau social sur lequel il est abonné au moins 1 minute par jour, une minute. Alors ce qu'on fait, c'est encore une autre publication, ça peut être dans des forums spécialisés maintenant. S'il veut un infographe, il va sur un groupe de professionnels de ce niveau. Bon, d'accord, ok, ça c'est bon. Là c'est bon. Maintenant au niveau de... Puisque tu n'as pas les moyens au départ, comment tu fais pour le convaincre de bosser avec toi sans pouvoir le payer? Ou bien, je sais pas, comment est-ce que ça se passe? J'ai dit au départ qu'il y a un certain montant que les auteurs versent pour des tâches précises. Donc ça veut dire que tu avais déjà encaissé de l'argent avant d'engager ton équipe, quoi. Mon équipe était déjà là, mais je savais déjà comment je vais fonctionner. Ok. Et maintenant, il y a super. quelque chose de très important, travailler uniquement avec les personnes qui embrassent son idéologie. Oui, 100% uniquement. Parce que moi, les personnes avec qui je travaille, je ne vais pas dire que je leur verse un salaire, mais je suis tout à fait transparente avec elles sur ce qui est des entrées d'argent. Ce qui fait que quand quelqu'un reçoit un paiement, quand quelqu'un reçoit de l'argent, il sait exactement d'où c'est parti, comment ça s'est promener pour arriver chez lui. Tout le processus, oui, quoi. il comprend comment ça se passe. Je suis très transparente avec. On va dire que peut-être ce sont mes amis, mais j'ai d'autres amis qui font... Par branche, j'ai au moins 3 amis. Tu vois. Mais j'ai choisi de travailler avec ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui ont embrassé l'idéologie de ma maison d'édition. Oui. Alors ces personnes sont prêtes à se sacrifier, on va dire, pour mettre leur pierre à l'édifice pour que ça augmente. Parce que si personne ne travaille, ça reste au même niveau où ça regresse et on perd tous. Si tout le monde travaille, on évolue tous ensemble. Et qui dit évolution dit gain, meilleur gain en fait, meilleures entrées d'argent. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour ce qui est de recruter les gens qu'on ne connaît pas, faire une annonce quand même et essayer d'expliquer l'idéologie aux personnes. Il y a des volontaires, il y a des personnes qui travaillent volontairement pour des organismes, alors pourquoi pas chez vous? Et comment est-ce que tu rentres, c'est quoi, quand vous rencontrez, vous voyez de visu, c'est par téléphone, c'est sur Facebook, c'est je sais pas moi. On a des rencontres physiques mais qui sont très minimes quand même. On travaille beaucoup plus. Parce non, que je veux dire la première fois, la première rencontre, quand vous êtes en train de tisser le truc, comment est-ce que ça se passe? C'est toujours mieux que ça se fasse là, comme ça, de visu. Non, ça veut dire c'est tous les gens avec qui tu bosses, tu les as toujours rencontrés dans la même ville. Tu les as toujours eu dans la même ville, non. quoi. Pas dans la même ville, mais bon, ça peut être face-to-face sur Skype, par exemple. Mais il faut qu'il y ait quand même un visuel parce qu'il y a le langage non verbal de la personne qui en dit long sur ce qu'il pense réellement. Quelqu'un peut me dire oui, je vais travailler avec toi. Je vais travailler. Il n'y a pas d'argent, c'est pas un problème. Mon téléphone. Ça te montre clairement que cette personne ne veut pas travailler avec toi. 100% d'accord. Par contre, il y a des personnes qui sont... Ah d'accord, explique-moi. Tu dis ça va se passer comment, à quelle fréquence? Non, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est... Là, ça montre clairement l'engagement. Alors moi, j'aime toujours, même quand je ne suis pas dans le même pays que quelqu'un, pour des affaires de business, j'aime bien discuter avec les personnes face-to-face. Si c'est sur Skype ou bien sur tout autre... média. Média, on va le dire. Ce qui vous permet de vous voir et de discuter en temps réel. Faites-le. Ouais, 100% d'accord. Ce que moi je fais, c'est que comme je fais des séances de coaching et tout, ce que je fais avant de passer à la séance de coaching, avant de valider même, c'est que j'organise d'abord une rencontre
dans un restaurant et tout, on se voit, on parle de tout et de rien et tout. Si c'est que ça passe, je te dis, ouais, je peux te coacher. Mais ça passe pas, je te dis, non, je ne peux pas bosser ensemble pour beaucoup de raisons et tout. C'est vrai que généralement, je dis pas, mais je dis simplement que bon, ça passe pas, je peux pas bosser avec toi. C'est pas que je peux, ça passe pas, quoi, ça marche pas. En effet. Voilà, moi 100% d'accord avec ce que tu dis parce que ça résout énormément de problèmes, Et la réussite des entreprises dépend de l'état d'esprit de votre équipe. Mais c'est vrai, il y a d'abord la compétence, mais si l'état d'esprit de votre équipe ne correspond pas, comme elle dit, à vos idéologies et à votre capacité à pouvoir toujours rebondir à chaque situation et tout, ça sert à rien. Vous allez toujours aller vers le bas, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir une entreprise juste pour avoir un nom, pour avoir un truc partout sur Facebook. Je suis quand même ici voilà, je suis entrepreneur. Ça sert absolument à rien. Ça sert si d'avoir pas un truc qui vous ramène du cash chaque fin du mois. Mais comme moi j'aime toujours dire, il faut du vrai cash. Moi je parle pas des trucs qui me servent à acheter des cacahuètes ou bien je sais pas moi trop quoi. Moi je parle du vrai cash. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que tu m'as fait d'abord découvrir certains points. Je savais pas qu'il y a des personnes qui pouvaient utiliser ce genre de technique ici. Félicitations déjà, c'est très avancé déjà franchement. Et je crois que celui qui suit a aussi beaucoup appris. Et je crois qu'on a parcouru tous les points. Comment est-ce qu'il fait pour avoir des prospects, comment il fait pour avoir ses premiers livres, comment il fait pour avoir... et voilà, les livres, vous les vendez à quel prix? Ça dépend du contenu et du volume. Il y a beaucoup de choses qui... Je ne peux pas te dire le livre va coûter 5 000 par exemple, ou alors le livre va coûter 2 000. Il y a les coûts de production qui entrent en jeu, il y a la pertinence du contenu. Parce qu'il y a un livre de 200 pages, si c'est un roman par exemple, ça dépend même également du genre littéraire. Un roman de 200 pages peut coûter 3 000 et un essai de 120 pages coûte 10 000. Ça dépend vraiment de la pertinence du genre littéraire, de la cible également. Parce que je ne vais pas vendre un livre de 10 000, pourtant ma cible ce sont les enfants de 10 à 15 ans, sachant qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir d'achat. Je ne veux pas leur vendre un livre aussi cher et aller vendre un livre au prof d'université à 1000 francs par exemple. Il y a tout un nombre de choses qui rentrent en jeu dans la définition du tarif. Super. D'accord, super. Merci déjà et félicitations encore. Merci. Ce que je fais généralement, quand on arrive à la fin de l'interview, c'est je dis, ok, voilà celui ou celle qui nous suit là actuellement. Elle veut entreprendre, il va entreprendre, mais son entourage lui dit non, il faut faire du métro, boulot, dodo, tu déposes tes dossiers quelque part, on t'engage, tu t'assois là, 7h, 18h, le soir, tu peux avoir ta famille et tout, mais c'est pas ça qu'il veut, mais son entourage a réussi à le convaincre que c'est ça qu'il faille qu'il fasse. Qu'est-ce que toi tu lui dirais? Si tu peux lui donner 2 conseils qui vont faire en sorte qu'il soit boosté, qu'il se lance. Il t'a suivi, il est tout boosté, dis mince. Si la petite là, en passant, elle a 16 ans. Non, j'ai pas 16 ans. Elle a 16 ans. C'est vrai que ça fait 16 ans ici, mais non, je suis un peu plus vieille que ça. Ok, d'accord, c'est juste pour la chambre. C'est ce qu'on lui dit tout le temps. Oui, donc, en même temps. Voilà, donc si il a suivi, voilà, la petite fille, dit, c'est une maison d'édition. Et puis, mince, non, il faut que je me lance. Mais son entourage lui dit, non, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que toi tu lui dirais? Alors, ce que je vais te dire, bon, le nom de ma maison d'édition, c'est Bac Édition. Ouais, on a oublié. Bon, et en passant, tu vois, les liens se trouvent dans la description. On va mettre les liens dans la description, les liens pour tomber sur toi ou bien ta maison d'édition pour avoir plus d'informations dans la description de la vidéo. D'accord. Alors, si toi qui me regardes, tu veux te lancer dans ton Bac Édition à ta manière et que ton entourage te décourage malgré tout, le premier conseil que je peux te donner, c'est deviens sourd-muet aveugle. C'est-à-dire, ferme tes yeux sur ce que tu vois, ferme tes oreilles, ne parle pas. Prends ce moment de silence total et de fermeture pour te recentrer sur toi-même, définir ce que tu veux exactement. Parce que peut-être tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat juste parce que c'est à la mode. Là, vraiment, tes amis, ils ont raison de te dire arrête. Mais si tu veux te lancer parce que tu as une vision, tu as quelque chose de précis que tu veux accomplir, tu as une mission en fait, tu sens que tu as une mission sur cette terre en tant qu'entrepreneur, c'est le moment de te recentrer sur toi-même et de te dire ok, je vais fixer mes objectifs et tout. Le deuxième conseil, c'est changer d'amis. Arrête de marcher avec les pauvres. Bon, ils ne sont pas pauvres matériellement, mais ils sont pauvres là-dedans parce qu'ils ne croient pas en toi, ils ne voient pas où est-ce que ça va te mener. Donc, premier conseil, deviens sourd-muet aveugle, prends le temps de te connaître toi-même.
Deuxième conseil, soit tu changes d'amis. Juste ça. Super. Tu as suivi les conseils de la directrice de Bac Édition. Bac Édition, Rita Bakop. Ok, d'accord, c'était super. Moi, j'ai bien aimé cette vidéo. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Comme on apprend tous les jours et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir et tout. Comme d'habitude, avant de partir, il y a un guide qui se trouve dans la description. Il y a un lien pour télécharger le guide. Entreprendre et réussir sur Internet sans erreur à éviter. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien. Ça te redirige vers une page, tu cliques, tu me laisses ton prénom, l'adresse email à laquelle je dois t'envoyer le guide. Ça va te permettre, ce que je fais, c'est j'ai récapitulé dans le guide les 5 questions qui reviennent toujours lorsque je tiens les séances de coaching. Je veux me lancer sur Internet, j'ai pas de compétences techniques. Je veux me lancer sur Internet, j'ai pas d'argent. Je veux me lancer sur Internet, j'ai pas d'expertise. Il y a plein de questions. 5, j'ai que les 5 qui sont communes à toutes les personnes qui se tiennent toujours lorsque on fait des échanges lors d'une séance de coaching, quoi. Donc je réponds à ces questions là, je pense que ça va vraiment beaucoup t'aider. Deuxième chose, laisse-nous un pouce like, laisse-nous un pouce vert, quoi, pour dire que tu as aimé. Voilà. Troisième chose, tu me laisses un commentaire si tu as des questions, tu veux contacter Rita Bakop, tu as des questions, tu dis non, je veux vraiment, je veux donner tel nom, mais est-ce que c'est bon? Dis-moi ton avis, dis-nous dans la description, quoi. Je suis disposée à répondre. Voilà. La troisième chose, c'est que tu peux partager la vidéo. Il y a plein de personnes qui sont autour de toi qui ont besoin de suivre ce genre de vidéo pour se motiver, pour voir que c'est possible, qu'étant jeune, on puisse entreprendre et vivre de ce qu'on fait de façon décente, quoi. On ne gagne pas de l'argent seulement en étant malhonnête. Il y a un auteur qui avait dit, si on entend ce que les gens disent, les riches sont les mauvais, les pauvres sont les bons. Mais bizarrement, pourquoi tout le monde veut devenir mauvais? Riche. En d'autres termes, pourquoi tout le monde veut devenir riche alors que c'est mauvais d'être riche, quoi. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc si tu as aimé, partage la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Rita Bakop aussi. Et je vous ai fait compiler une liste de livres pour développer votre mindset et votre rapport face à l'argent, parce que si la connaissance n'a pas de prix. Je vous ai fait compiler une liste de livres, ça se trouve dans la description. Et si vous êtes sur le blog, vous allez sur ressources, vous allez cliquer et puis il y aura une liste de livres qui va apparaître. Vous choisissez le livre que vous voulez commander, ou c'est pas vous voulez lire, vous cliquez dessus et puis ça va vous rediriger vers la page où vous pouvez prendre le livre, quoi. Donc ça c'est pour vous que je l'ai fait pour tous les mindsetters de ouf, et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver chaque fois pour pouvoir vous donner du contenu de qualité. Et chaque fois je vais toujours chercher des gens qui vont vous donner des choses qui vont permettre de grandir, quoi. Donc pour moi c'est terminé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que... La seule chose que je peux dire, c'est soyez déterminés. N'abandonnez jamais. Voilà, never give up. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo. Et pour ceux qui téléchargent le guide, on se retrouve juste derrière. Moi c'était Aristide Bruce du blog mindsetentrepreneur.com. Ciao, bye bye.